Comment une famille de 4 personnes, tout à fait classique en fait, peut-elle générer des milliers d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire chaque année? Et ça, sans jamais demander d'augmentation à son patron, sans changer de métier et surtout sans ouvrir le moindre compte épargne. C'est vrai que posé comme ça, on a un peu l'impression d'entendre la promesse d'une arnaque en ligne, quoi. Exactement. On s'attend presque à ce qu'on nous demande d'acheter une formation miracle à la fin. Mais aujourd'hui, notre exploration en profondeur nous emmène sur un terrain infiniment plus complexe et plus structurel en fait. Complètement. Donc on plonge aujourd'hui dans un corpus de documents assez dense. On a des manifestes, des guides pratiques et même des tableurs financiers qui émanent tous d'un écosystème qui s'appelle Later Eco. C'est ça. Et la mission de notre analyse du jour, elle est hyper claire. On va décortiquer leur plan d'action. On va regarder de très près comment, selon ces textes, un foyer vraiment ordinaire peut atteindre ce qu'ils appellent une souveraineté totale. Et ça, en seulement 60 mois, donc 5 ans. Et c'est un modèle qui prétend générer des économies massives en se plaçant délibérément en marge du système financier traditionnel. Mais avant même de commencer à soulever le capot de ce moteur économique, il faut absolument qu'on pose un cadre d'analyse très strict pour les personnes qui nous écoutent. Oui, c'est indispensable de le préciser. Voilà, parce que les sources qu'on va étudier aujourd'hui, elles utilisent un vocabulaire qui est fortement militant. Enfin, les auteurs n'hésitent pas du tout à parler de raquette de l'euro, de prison numérique ou même d'un système bancaire qui serait basé sur l'esclavage par la dette. Des mots très forts, quoi. Très orienté, oui. Donc notre démarche ici, c'est absolument pas de valider cette vision politique, ni de la condamner d'ailleurs. On adopte vraiment une posture de reportage neutre. Tout à fait. L'objectif, pour notre auditoire, c'est juste de comprendre la mécanique pure. Exactement. Sur le papier, comment cette architecture économique, comment elle est censée fonctionner et par quels leviers mathématiques et sociaux elle prétendent atteindre ses objectifs. Bon, les bases sont posées, on chausse nos lunettes d'observateur impartial, et du coup, pour qu'un foyer atteigne cette autonomie en 5 ans, les textes de l'Etereco insistent sur un point précis. Il faut amorcer un moteur spécifique qu'ils appellent le cercle vertueux. Bon, décortiquons un peu tout ça. Alors, le carburant de ce moteur, c'est un concept qui bouscule pas mal de nos certitudes, en fait. C'est ce qu'ils nomment la monnaie temps. Ah oui, ça, j'avoue que ça m'a fait sursauter à la première lecture. Les documents décrivent une plateforme numérique interne qui s'appelle Cyclos 4. Et la règle d'échange, elle est d'une simplicité radicale. 1 minute de vie dépensée équivaut à 1 unité de temps. Point final. C'est ça, oui. Ça veut dire que, qu'on soit chirurgien, étudiant ou retraité, aucune compétence ne prime sur une autre. C'est effectivement un renversement complet de notre paradigme actuel. Parce que dans l'économie classique, la valeur d'une heure, elle est dictée par la rareté de la compétence, ou par l'offre et la demande, les diplômes, tout ça. Bien sûr. Mais sur cette plateforme Cyclos 4, 1 heure passée à repasser le linge d'un voisin a très exactement la même valeur transactionnelle qu'une heure passée à lui configurer un réseau informatique hyper complexe. C'est assez fou quand on y pense. Oui, et ce choix, c'est pas juste une posture philosophique égalitariste, c'est surtout un outil microéconomique redoutable. Enfin, les projections qu'ils fournissent affirment que substituer une partie de ses besoins quotidiens par cet échange de temps, ça permet à un foyer d'économiser un forfait d'environ 10% de son budget annuel en euros. 10%, c'est énorme sur une année. Complètement. Si on a besoin d'un dépannage en plomberie mineure ou de faire garder les enfants, au lieu de sortir des euros qu'on a gagnés par le salaire, on puise simplement dans son solde de temps, un solde qu'on a accumulé avant en aidant d'autres membres. J'entends bien l'idée. Mais si je me fais un instant l'avocat du système traditionnel, comment est-ce qu'il justifie cette déconnexion totale avec la valeur perçue du travail? Je veux dire, pourquoi un ingénieur accepterait-il de brader son heure de code contre une heure de jardinage? C'est là que l'argumentaire financier des auteurs entre en jeu. Et il s'appuie sur une notion qu'ils martèlent tout au long des textes. C'est l'érosion monétaire. Ah oui, le fameux tapis roulant. Voilà. Ils expliquent que le système actuel nous force à courir toujours plus vite sur un tapis roulant qui accélère sans cesse. Et ils illustrent cette érosion avec des données historiques assez frappantes. Oui, leur démonstration sur l'année 1995 m'a beaucoup marqué. Les chiffres sont parlants. À l'époque, en 95, un revenu mensuel de 15 000 francs, ce qui équivaut à peu près à 2 300 € à la conversion stricte, ça permettait à un foyer de jouir d'un niveau de vie très confortable.
voire aisée. C'est vrai. Or, en appliquant leurs calculs d'inflation réelle jusqu'à notre année 2026, ils démontrent qu'il faudrait désormais générer environ 3 950 € net pour maintenir très exactement ce même niveau de vie. 3 950 € net, juste pour avoir la même capacité d'achat au supermarché qu'en 95. Exactement. Ou face aux factures d'énergie. Donc leur constat, c'est que l'euro, qui est une monnaie fiduciaire adossée à la dette, il fond dans nos poches. Il perd de sa valeur en continu. C'est ça. À l'inverse, la monnaie temps offre un bouclier absolu. Son inflation est mathématiquement bloquée à 0%. Une heure de sueur pour couper du bois en 1995, elle demandera toujours exactement 60 minutes d'effort physique en 2026. Donc le temps, c'est la seule devise qui subit pas les politiques des banques centrales, quoi. C'est tout à fait la logique de la Terreco. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à une métaphore assez visuelle. C'est un peu comme si ce foyer de 4 personnes décidait de brancher un panneau solaire, non pas sur le toit de sa maison pour capter de l'électricité, mais carrément directement sur son compte en banque, pour capter une énergie financière qui ne se dévalue absolument jamais. C'est une excellente image. Mais du coup, une question pratique se pose tout de suite. Si la famille économise 10% de ses euros grâce à ces échanges de temps, qu'est-ce qu'elle fait de cet argent liquide fraîchement dégagé? Parce qu'on parle de milliers d'euros sur une année quand même. On pourrait imaginer qu'ils placent ça sur une assurance vie ou un livret réglementé, juste pour se rassurer. Au classique. Les directives de la Terreco sont catégoriques là-dessus. La thésaurisation en euros, donc le fait de garder son argent, c'est perçu comme une erreur fatale. Ah oui, parce que l'inflation continue de le grignoter à la banque. Exactement. Le surplus financier, il doit, et je cite, brûler. C'est-à-dire qu'il doit être immédiatement converti et réinjecté dans l'économie réelle. Et pas n'importe comment, attention. Ah non, pas pour acheter le dernier smartphone, on est d'accord. Non, voilà. Ce budget est alloué d'abord à la sécurisation alimentaire, donc l'achat de nourriture bio locale de longue conservation, mais surtout, il sert à financer un arsenal de matériel très spécifique qu'ils appellent les équipements de résilience. Le but, c'est vraiment de matérialiser cet argent, de le rendre tangible. Et cet arsenal, il est décrit avec une minutie dans les sources. Franchement, ça force le respect. Ils appellent ça constituer son logement ultimatum. Oui, le terme est fort. On s'éloigne totalement du gadget de survie qu'on achète sur Internet là. On va vers de l'équipement lourd, durable. Et le pilier central, c'est l'eau. Les sources insistent lourdement sur la filtration par gravité. Tout à fait, on parle de cuves en acier inoxydable, type Berguet ou équivalent, avec des bougies en céramique et charbon actif. C'est ça. Et ça représente un budget de 150 à 250 € à peu près. Mais la promesse en face, c'est une eau parfaitement potable pendant 10 à 20 ans. Et sans avoir besoin du moindre bar de pression au robinet, ni d'électricité. Et après l'eau, cet argent économisé part dans l'achat de poêles à bois à haut rendement, de panneaux solaires dits plug and play, qu'on branche sur une simple prise, et d'un outillage mécanique qu'on croirait presque sorti du siècle dernier. Ouais, les scies japonaises, les perceuses à main à Villebrequin, les haches artisanales. J'ai vu la liste. Cette nomenclature d'objets, elle peut paraître hyper hétéroclite au premier abord, mais en fait, elle répond à une architecture conceptuelle très précise. Les concepteurs du système, ils ont modélisé la résilience du foyer à travers une matrice adaptative. Et elle est structurée autour de 3 états environnementaux. D'accord. On peut les détailler? Bien sûr. Le premier état, c'est l'état dit calme. C'est notre normalité de tous les jours. Les réseaux fonctionnent, le foyer utilise l'eau de la municipalité, mais il la passe quand même par le filtre à gravité en inox. Oui, histoire d'éliminer les polluants résiduels et de plus jamais avoir à acheter de bouteilles en plastique. Exactement. Ensuite, le deuxième état, c'est l'état dégradé. Ça survient lors d'une coupure majeure des réseaux électriques ou d'approvisionnement en eau, que ce soit à cause d'une tempête ou d'une crise énergétique. Et là, la famille bascule. Voilà, le foyer bascule sur son autonomie statique. Il déploie un four solaire de balcon, il utilise une gazinière à bouteilles, il filtre l'eau récupérée sur le toit. Et enfin, on a le troisième état, le plus extrême, qui est l'état mobile. L'évacuation, en gros. C'est ça, une nécessité d'évacuation d'urgence. Le matériel doit être léger, portable, donc la cuve en inox, elle reste sur place, et elle est remplacée par des petits filtres à eau au format paille, des panneaux solaires souples et pliables, et des sacs d'évacuation qui sont déjà prêts. Je dois avouer que quand j'ai détaillé cette fameuse matrice en lisant les sources, j'ai ressenti un certain malaise. Enfin, n'est-ce pas une vision profondément anxiogène de l'avenir? C'est une réaction très commune. Bah oui, on a un peu l'impression qu'on demande à une famille urbaine de notre époque de se préparer à la fin du monde en retournant à l'âge de pierre. Oublier l'électroménager moderne pour manier une perceuse à main,
pour beaucoup de gens, c'est une régression terrifiante. Comment ils justifient ça? Eh bien, l'objection est naturelle et les documents y consacrent de très longs développements. Ils refusent catégoriquement le terme de régression, en fait. Ils lui substituent le concept de souveraineté des mains. Souveraineté des mains, d'accord. L'argument central, c'est que notre société s'est rendue totalement dépendante d'une technologie qu'ils qualifient de puissance de cristal. Ah, j'aime bien cette image. Le cristal, c'est beau, mais c'est fragile. C'est exactement ça. Un smartphone ou une maison connectée, ce sont des miracles de performance, mais d'une fragilité absolue. Une simple rupture de la chaîne d'approvisionnement ou un bug serveur à l'autre bout du monde ou juste une panne de courant. Et ça devient des presse-papiers. Voilà, instantanément inutile. L'alternative qu'il propose, la technologie low-tech, elle est définie comme une puissance de granit. C'est plus rudimentaire? Oui. C'est plus lent, mais c'est réparable par l'utilisateur lui-même. Et totalement indépendant des réseaux mondiaux. Absolument. Et exempt de toute obsolescence programmée. Pour eux, c'est pas vivre dans le passé, c'est faire le choix d'outils qui ne peuvent pas nous trahir au pire moment. La distinction entre cristal et granit, elle est redoutablement efficace. Donc, si on résume notre progression, notre famille économise 10% en échangeant son temps libre contre des services sur Cyclos 4, et elle investit ce pécule dans ce fameux granit technologique. C'est la base du plan. Mais bon, soyons concrets 2 minutes. Pour un ménage au revenu médian, dégager 10% de pouvoir d'achat, c'est énorme. Mais c'est quand même lent. Surtout si l'objectif final, au bout de 5 ans, c'est d'être totalement autonome. Acheter quelques filtres à eau et des scies, c'est une chose. Mais isoler une toiture ou installer un parc solaire complet, c'est un autre budget. Est-ce qu'il existe une mécanique pour accélérer cette transition sans endetter à nouveau auprès d'une banque? Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, car c'est sans doute l'aspect le plus contemporain de leur doctrine. Le système intègre un levier d'accélération majeur basé sur ce qu'on pourrait définir comme un piratage collaboratif. Un piratage de notre économie marchande actuelle, c'est ça, hein? Tout à fait. Le principe, c'est de retourner les outils du capitalisme de plateforme à l'avantage exclusif de la transition du foyer. Les auteurs invitent à passer drastiquement d'une économie de la possession, où on a des centaines d'objets qui dorment inutilement dans des placards, à une économie de l'usage. Ah oui, cette section est extrêmement pragmatique. Les documents disent en gros à la famille, identifiez chaque espace vide, chaque outil inactif, chaque véhicule garé, et transformez-les en micro-entreprises de résilience via des plateformes que tout le monde connaît. Exactement. Pour louer une chambre d'amis ou un bout de terrain inoccupé, les sources citent Airbnb ou sa variante coopérative Fairbnb ou Home Camper. S'ils possèdent un véhicule robuste ou un vieux camping-car qui sort que 2 week-ends par an, on les dirige vers Getaround ou Yescapa. Et pour l'outillage de bricolage ou de jardinage, c'est Allo Voisin sous Bricolib. Ce n'est pas nouveau en soi de louer ses affaires, mais l'approche comptable qu'ils en font, elle est vertigineuse. J'ai fait les calculs avec leurs annexes et ouais, c'est très éclairant. Prenons le garage de notre foyer de 4 personnes. Souvent, il abrite des outils qu'on utilise une fois tous les 2 ans. S'ils mettent en location une simple bétonnière à 25 € la journée, le document estime que ça peut générer 245 € net pour seulement 10 petites journées de location dans l'année. Et c'est pas fini. Non. Un perforateur loué, quelquefois, c'est 147 €. Une remorque, qui est souvent stationnée pour rien dans l'allée, ça amène 285 €. Un nettoyeur haute pression, 195 €. La somme de ces petites rentes, pour seulement 10 jours d'utilisation par des tiers au total, ça s'élève à 872 € annuels. C'est presque un 13e mois virtuel, et qui est généré par de la matière complètement inerte. J'entends les chiffres, c'est beau. Mais je peux pas m'empêcher de penser à la charge mentale. Enfin, gérer des locations sur Allo Voisin, répondre aux messages, vérifier si le nettoyeur haute pression n'est pas cassé au retour, gérer la caution. Ça ressemble fort à un second emploi non déclaré. C'est vrai. Est-ce que c'est pas un peu épuisant pour une famille qui travaille déjà à temps plein? L'épuisement, c'est un vrai risque. Et les auteurs en ont conscience. Mais la réponse des textes tient dans l'objectif final de cette somme. Ces 872 € ne sont absolument pas destinés à payer des vacances à l'autre bout du monde ou à acheter un nouvel écran plat. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la surconsommation. Si on relie cela à une vision plus globale, cet argent achète littéralement des années d'autonomie. Financièrement, cette somme, elle couvre l'achat immédiat d'un panneau solaire d'excellente qualité ou de 4 filtres à eau haut de gamme. C'est un accélérateur massif. Et en plus de ça, les auteurs soulignent un bénéfice collatéral qu'il ne faut pas négliger. En louant ces outils via des plateformes, le foyer évite à ses voisins de se rendre dans une grande surface de bricolage pour acheter un outil premier prix. Un outil fabriqué à l'autre bout de la planète, qui va casser à la 3e utilisation et finir à la poubelle.
Exactement. Ce piratage, il est donc présenté comme une double victoire. Une capitalisation pour la famille et en même temps une réduction immédiate de l'empreinte carbone et de l'extraction de ressources à l'échelle du quartier. La boucle est donc bouclée. Économie de temps, réinvestissement résilient et accélération par la rente de l'usage. Mais bon, toute cette ingénierie un peu complexe, comment elle se déploie dans le temps? Parce qu'on ne change pas le mode de vie d'une famille comme ça du jour au lendemain. Surtout pas, non? Et c'est là qu'interviennent leurs fameuses feuilles de route sur 5 ans. C'est pas juste un calendrier, c'est vraiment pensé comme un antidote à l'impuissance. Ce sentiment terrible que le système est trop vaste pour qu'on puisse y échapper. Bah oui, c'est écrasant parfois. Alors, cette progression sur 60 mois, comment elle s'organise pour pas s'épuiser? L'année 1, elle n'implique d'ailleurs aucun achat lourd. C'est l'année du désapprentissage. Le foyer doit apprendre à s'extraire du jargon, des flux d'injonctions publicitaires, pour simplifier son quotidien. Faire le tri entre les besoins vitaux et les envies créées par le marketing, en somme. C'est ça. Ensuite, l'année 2, c'est celle du réapprentissage des bases, avec un focus presque exclusif sur la maîtrise autonome de l'eau et du feu, et l'isolation thermique basique. D'accord? L'année 3 demande un vrai passage à la pratique, l'action physique. On acquiert les compétences low-tech, on répare les objets, on apprend la culture potagère de base. Et c'est à l'année 4 que la dimension individuelle bascule vraiment vers le collectif, si j'ai bien lu. Les textes parlent de créer un groupe, une unité locale latérico. Exactement, le foyer ne doit plus agir seul, il doit s'interconnecter avec ses voisins formés. Et ensemble, ils mutualisent leurs ressources pour créer ce qu'ils nomment un espace Armageddon. Alors là, je dois dire que le terme me fait sourire. C'est particulièrement dramatique. On s'imagine direct un bunker souterrain avec des portes blindées et des rations de survie. Mais en lisant les détails, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Oui, le choix du mot est volontairement provocateur dans les sources. Mais la réalité, elle est purement logistique. Cet espace Armageddon, ça désigne juste un lieu physique partagé. Ça peut être un grand garage ou une grange mutualisée. Où l'unité locale va stocker en gros volume. Voilà. On y trouve des réserves alimentaires achetées directement aux producteurs, des matériaux de construction de récup, ou alors des outils trop lourds et trop chers pour être achetés individuellement, comme une fendeuse à bouée thermique par exemple. C'est vraiment la force de frappe logistique du groupe. Ce qui nous amène à la ligne d'arrivée, l'année 5, celle où on devient souverain. Selon le manifeste, à ce stade ultime, le foyer a réduit ses charges fixes à un niveau si bas et il produit tellement de ses propres services qu'il a presque plus besoin de revenus salariés venant de la macroéconomie. C'est l'objectif affiché, oui. Mais face à un projet de cette ampleur, j'ai une interrogation très pertinente qui m'est venue. Est-ce que cette autonomie n'attire pas les foudres de l'État? Je veux dire, si des milliers de citoyens commencent à échanger du temps, à troquer 100 euros sans générer de TVA ou d'impôts, ça représente un manque à gagner gigantesque pour les finances publiques. Les concepteurs du modèle sont très lucides sur ce point de friction. La doctrine de la Terre Éco déconseille d'ailleurs vivement toute rébellion ouverte. Pas d'affrontement militant stérile. Ils préconisent plutôt d'évoluer discrètement dans ce qu'ils appellent la zone grise. C'est-à-dire, C'est une sorte d'aïkido social. L'idée, c'est d'utiliser la force et les lacunes du système en place, mais sans l'attaquer de front. La consigne qui est donnée aux unités locales, c'est de se positionner comme des partenaires de résilience, pas comme des destructeurs du système. donc ils se rendent utiles. Un groupe capable d'assurer sa propre sécurité en l'eau, de se chauffer et même d'aider le voisinage vulnérable. Et vu sous cet angle, ça devient un atout pour la puissance publique. Un soulagement plutôt qu'une menace à réprimer, en fait. C'est toute l'habileté de la stratégie. C'est fascinant comme mécanique, vraiment. Donc si on récapitule, on a une monnaie basée sur le temps, pour économiser à l'abri de l'inflation, on a un réinvestissement massif dans la résilience matérielle, le fameux low-tech, et on utilise l'économie du partage pour générer un surplus accélérateur. Le tout structuré sur une progression très douce de 5 ans. L'architecture est extrêmement cohérente, oui. Et cela soulève une question cruciale pour les personnes qui suivent notre analyse aujourd'hui. Même sans adhérer au discours très critique des auteurs, ces informations offrent une perspective totalement différente sur notre quotidien. Oui, sur la valeur de nos objets, par exemple. Exactement. L'outil qui dort dans notre garage, c'est plus juste un objet inerte. C'est un gisement capable de financer notre propre transition. Et plus profondément, ça nous interroge sur la véritable valeur de notre temps libre. Est-ce qu'on doit le dépenser dans une consommation passive ou est-ce que ça peut redevenir la base d'une vraie entraide hors des circuits classiques? C'est une excellente réflexion. Et d'ailleurs, pour conclure, les textes utilisent régulièrement une métaphore très poétique pour décrire tout ça. Ils parlent de créer un archipel.
Et ça donne vraiment à réfléchir. Si un seul foyer suit ce plan, il devient une petite île autonome robuste. C'est ça, une île de résilience. Mais imaginons ce qui se passera le jour où des milliers de ces îles s'interconnecteront silencieusement pour former un archipel géant. Comment les économistes traditionnels, avec tous leurs indicateurs de croissance, pourront-ils seulement mesurer la richesse d'une société où les choses les plus précieuses s'échangent de la main à la main, dans l'ombre, sans jamais laisser la moindre trace financière? C'est sur cette question un peu vertigineuse qu'on termine notre plongée dans ces documents. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour décortiquer de nouvelles sources.